Et donc, je commence par remercier le bureau de l'STGO de m'avoir invité, moi et Dr Toumi, à cette troisième journée d'infertilité, de médecine de la reproduction. Et je félicite le bureau pour le choix des thèmes et pour le haut niveau scientifique de ces journées, comme d'habitude. Donc, le sujet, après la ponction, donc on va passer au transfert embryonnaire. Voilà, donc le transfert embryonnaire, c'est une technique ou c'est une procédure qui consiste à placer un ou plusieurs embryons à l'intérieur de la cavité utérine. C'est vrai que c'est une étape, c'est une technique qui peut paraître simple sur le plan technique, mais sur le plan résultat de la PMA, c'est une technique qui est très importante. Et là, il faut insister sur l'importance de l'expérience de l'opérateur et l'intérêt d'avoir une certaine expérience. Et dans les sociétés savantes recommandent qu'au bout de 2 ans, l'opérateur doit faire au moins une soixantaine ou 70 procédures avant de commencer à faire ce transfert embryonnaire. Alors, donc c'est une étape qui est très importante. Il faut respecter les différentes étapes de ce transfert. Et pour cela, donc, on va commencer dans notre exposé par rapporter les différentes recommandations des différentes sociétés savantes concernant les différentes étapes de ce transfert avant de voir les vidéofilms. Et aussi, il faut insister qu'au cours du transfert, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir pour la réussite et pour avoir un taux de grossesse et une naissance vivante, notamment les difficultés en matière de cathétérisme, le col, le cathéter utilisé, la pression avec laquelle on injecte l'embryon, la vitesse d'injection. Et donc, il y a plusieurs étapes. Mais la chose la plus importante et le gold standard en matière de transfert embryonnaire, c'est d'utiliser l'échographie. Donc, on ne peut pas concevoir un transfert embryonnaire sans éco-guidage et essentiellement par voie abdominale, alors que ces dernières années, on voit d'autres techniques qui ont été commencées essentiellement comme le guidage endovaginal au moment de transfert. Donc, avant de commencer la procédure de transfert, donc il faut commencer à rappeler que l'intérêt d'un checklist avant de commencer la procédure, c'est très important. Et première étape, c'est de vérifier que vous avez tout le matériel nécessaire, que vous avez un appareil d'écho qui fonctionne, qui marche, qu'il n'y a pas de problème. Le consentement écrit de la patiente est très important. Il doit être signé par la patiente. Il faut très bien expliquer la procédure à la patiente, ceci par un entretien entre le clinicien, mais aussi le biologiste ici, il a un rôle important pour expliquer à la patiente comment faire la procédure, le nombre d'embryons à transférer, quel type d'embryon. Donc c'est très bien d'expliquer à la patiente. Un compte rendu échographique récent est très important aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le transfert, il n'y a pas que l'endomètre, il y a d'autres choses à bien vérifier au niveau de l'échographie, notamment la cavité utérine, la présence de polypes, l'hypertrophie, l'épaisseur de l'endomètre, la présence d'une anomalie au niveau du myomètre, la présence des fibromes. Y a-t-il des fibromes ou des biomes qui altèrent, dans ce cas-là, la cavité endométriale? La présence ou non d'une anomalie morphologique de l'utérus et surtout la présence ou non d'une anomalie au niveau du canal, au niveau de la région isthmique qui va prédire de la difficulté de ce transfert. Rechercher aussi s'il n'y a pas d'autres lésions au niveau des annexes. Et là, c'est très important de préciser ces anomalies parce que certaines anomalies peuvent bien évidemment différer le transfert, notamment la présence d'un hydrosalpinx ou bien la présence d'un kyste. Et là, si un kyste présente des caractères qui ne sont pas très bénins, là, on peut être amené à traiter cette pathologie avant de penser, bien sûr, à un kyste. Il y a une dernière pathologie qu'il faut vérifier, puisque la patiente a été stimulée. On peut être face à une hyperstimulation, et cette hyperstimulation constitue généralement une contre-indication à faire un transfert immédiat. Il faut éliminer une infection. Bien évidemment, on ne va pas inoculer à cette femme une infection par voie vaginale ou par voie endocervicale. Enfin, il y a le compte-rendu. Il faut récupérer le compte-rendu des précédents transferts. C'est très important. Il a, comme a bien précisé Dr Marvin, chaque fois qu'on fait une procédure, il faut donner un compte-rendu à la patiente parce que ça peut être très utile pour prévenir des complications ultérieurement dans certaines situations. Si on a l'antécédent d'un transfert difficile, il y a des mesures à prendre et Dr Toumi va nous parler de ces mesures à faire. Il faut faire très attention devant certains groupes de patientes qui présentent des facteurs de risque pour un transfert difficile, notamment les patientes qui ont eu une chirurgie au niveau du col, comme la conisation, comme la trachélectomie, ou bien un cerclage abdominal. Donc, toutes ces procédures peuvent entraîner une modification
de trajet cervical. Il faut faire attention chez les patientes qui présentent un vaginisme, mais là, il faut prévoir bien évidemment un transfert sous anesthésie générale. La présence de glandes cervicales très importante qu'on voit à l'échographie avec la présence de ces glandes kystiques au niveau du col, donc ça peut modifier le trajet du canal cervical. Et l'antécédent de myomectomie faite essentiellement par stéroscopie. Et là, on s'adresse aux fibromes qui sont juste à côté du col ou dans la région isthmique, où la résection stéroscopique peut entraîner bien évidemment une modification du canal cervical et par conséquent, elles peuvent entraîner rendre le transfert assez difficile. Alors, il y a des précautions à prendre avant le transfert. Et là, l'échographie, j'insiste encore sur l'échographie, c'est une étape très importante. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut préciser l'aspect de l'endomètre, les malformations, les fibromes et tout ça, la lésion au niveau de l'endomètre. Et dans ce cas-là, on peut être amené à pratiquer une stéroscopie, surtout en présence d'une anomalie intra-utérine ou mémotriale. Pour corriger cette anomalie, l'stéroscopie peut être soit diagnostique, soit opératoire, ou bien on peut être amené à pratiquer une oscilloscopie diagnostique ou opératoire, notamment pour traiter un idiosalpinx. L'idéal soit de faire une salpingectomie, ou bien on peut être amené à faire une ligature de la trempe pour éviter bien évidemment le reflux de ce liquide tubaire. Le Doppler à l'échographie, il a été étudié par certains auteurs. Ils ont montré que l'étude de degré de l'index de pulsatilité endométriale et sous-endométriale peut prédire des taux de réussite de ce transfert. Il y a une seule étude et une seule méta-analyse qui a parlé de ce phénomène-là, et d'autres études sont nécessaires pour retenir ce paramètre comme dans l'arbre décisionnel de transfert embryonnaire. Et enfin, l'échographie 3D n'a pas d'intérêt, elle n'offre pas d'avantage par rapport à l'échographie 2D en matière de transfert embryonnaire. Toujours dans les précautions avant transfert, il faut bien travailler dans un centre qui répond à certaines normes. En effet, la salle de transfert elle doit être proche ou au contact directement avec le laboratoire. Il ne doit pas y avoir une distance. Bon, généralement, il y a un sas ou une trappe entre la salle de transfert et le laboratoire. Et il faut essayer de maintenir certains paramètres de conditions atmosphériques dans la salle par rapport au laboratoire pour ne pas, bien évidemment, altérer l'état des embryons. Et généralement, il est recommandé que dans la salle, là où on travaille, il faut garder une température entre 22 et 23 degrés. Toujours, il faut avoir à disposition sur le chariot sur lequel il y a le matériel des spéculums et de plusieurs tailles, parce qu'on peut être amené à faire un transfert chez des patientes qui présentent parfois certaines anomalies au niveau du vagin. On peut avoir aussi des diaphragmes vaginaux qui peuvent gêner par la suite le transfert ou l'individualisation de col. Donc il faut avoir des spéculums de différentes tailles comme ça pour ne pas se retrouver et pour éviter ces difficultés. Le remplissage vésical est très important. C'est une astuce qui permet de avoir le même axe entre le canal cervical et la cavité utérine. Et le degré de remplissage, c'est en fonction du transfert et c'est en fonction par la suite de l'échographie au moment du transfert qu'on va soit augmenter, soit diminuer le remplissage. Par exemple, pour les utérus rétroversés, le remplissage doit être diminué pour avoir le même axe, pour aligner l'axe cervical et l'axe utérin. Mais dans certains cas où l'utérus est très antéversé, donc là, il faut bien remplir la vessie. C'est vrai, c'est une étape qui va entraîner une gêne pour la patiente et surtout qu'on va pratiquer une échographie. Là, la patiente elle sera très gênée, d'où l'intérêt de proposer par certains auteurs l'échographie endovaginale. Et donc ce remplissage aussi, il va permettre de réaliser l'échographie dans des bonnes conditions au moment du transfert. L'intérêt d'un cathétérisme d'essai avant la vraie procédure de transfert, elle est recommandée par les auteurs. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre, tout d'abord, le transfert d'essai peut être réalisé soit avant la simulation ou bien au début de simulation, surtout au moment de la ponction, on profite de l'anesthésie de la patiente, ou bien juste avant le transfert. Et ça permet de diagnostiquer les patientes qui présentent un transfert difficile, de mieux choisir le cathéter à utiliser pour ces patientes-là, et bien évidemment de réduire le risque d'avoir un transfert difficile. Sauf que actuellement, avec la généralisation de l'échographie au moment de transfert, peut pallier ou éviter le cathétérisme d'essai.
Toujours dans les précautions avant le transfert, est-ce que l'utilisation du gant talqué, non talqué, stérile, non stérile, est-ce qu'il peut intervenir avec les résultats de la PMA? Alors, les recommandations de la SRM, donc il n'y a pas ne recommande pas un type précis de gants. Alors, tous les gants peuvent être utilisés au moment de cette procédure et ils n'interfèrent pas avec les résultats de la PMA. Alors, certains auteurs ont proposé la médecine chinoise, l'acupuncture, les massages, afin d'entraîner une relaxation de la patiente et éviter les contractions utérines pour mieux faciliter le transfert. Alors, les recommandations de l'ASRM ne recommandent pas cette médecine chinoise ou ces acupunctures comme moyen pour réduire, pour améliorer les résultats de la PMA. Quel est l'intérêt de l'analgésie? Elle n'est pas recommandée. Quel est l'intérêt de l'anesthésie au moment de transfert? Elle n'est pas recommandée, sauf chez les patientes qui présentent un vaginisme ou bien chez les patientes qui ont un antécédent de transfert difficile. Dans ce cas-là, on peut être amené à proposer, s'il y a difficulté, d'emblée une anesthésie. Et là, on se prépare à faire le transfert dans le bloc opératoire et non pas dans une salle qui n'est pas munie d'un matériel d'anesthésie. Quel est l'intérêt des antibiotiques? Alors, la SRM ne recommande pas l'utilisation d'antibiotiques. Certaines publications ont montré que l'utilisation de l'amoxicilline ou l'acide clavulinique au moment du transfert ou quelques jours avant ou quelques jours après pourrait améliorer les résultats de la PMA. En réalité, non. Les recommandations de la SRM, ça n'influe pas les résultats de la PMA. Alors, une fois la patiente est en position gynécologique, on va voir ça en vidéo, en position gynécologique et on a mis le spéculum. Alors, première chose, on va voir le col. On peut voir du mucus au niveau du col. Est-ce qu'il faut enlever ce mucus? Oui ou non? Oui. Il faut enlever ce mucus et ça, c'est les recommandations de la SRM. Pourquoi? Parce que ce mucus, il est responsable de gènes au moment de l'expulsion. Ils peuvent entraîner une oblitération du cathéter de transfert et aussi, ça peut entraîner une contamination du cathéter et la contamination du cathéter par le liquide endocervical va réduire les chances de grossesse par la suite. Cette élimination de mucus est faite par du coton. Éviter les compresses, mais si on utilise le coton ou les compresses, on peut être amené devant un col qui est inflammatoire ou bien qui présente un ectropion. Ça peut entraîner un saignement et ce saignement peut déclencher aussi des contractions utérines. Donc, enlever le mucus de façon douce pour éviter de réveiller des contractions au niveau de l'utérus. Dans cette étude ou cette méta-analyse, donc on montre que dans le groupe où on a enlevé le mucus, il y a un taux de grossesse beaucoup plus important avec une différence qui est significative. La procédure. Là, on revient à l'échographie. Donc, une fois la patiente est en place, on a mis le spéculum, on a fait un rassage du col avec du sérum physiologique. Et là, il faut mettre l'échographie. Pour cette échographie, elle est généralement par voie abdominale. Certains auteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, ils proposent la voie vaginale. La voie vaginale, elle permet de mieux voir le canal cervical, mais c'est une technique qui nécessite l'utilisation des humains. Il peut être onéreuse ou peut mettre plus de temps pour réaliser le transfert. Alors, la voie classique, c'est la voie abdominale et elle permet d'éviter un traumatisme au moment de l'introduction du cathéter. On va voir ça sur les différentes vidéos. Elle permet de prédire la difficulté de transfert et surtout, elle va nous permettre de nous montrer la localisation où il faut injecter l'embryon. Là, il y a plusieurs études qui ont parlé de l'intérêt de l'échographie dans le transfert. Et là, actuellement, aucun transfert ne peut se concevoir sans l'utilisation de l'échographie. Dans l'étude clinique, un autre point à préciser, au moment de l'échographie, on peut voir ce liquide à l'intérieur de l'utérus. Et là, il est mieux peut-être d'éviter le transfert, parce que ce liquide-là peut être en rapport avec un hydrosalpinx qui peut diminuer énormément les chances de grossesse. Et donc, si on voit ce liquide-là, il est de préférence de reporter le transfert, de faire du freeze des embryons. Donc, il y a plusieurs cathéters qu'on utilise pour le transfert. Il y a le souple, le rigide, donc on va faire ça sur les vidéos avec Dr Tommy. Mais il est recommandé d'utiliser le cathéter souple. Donc, dans les transferts, c'est le cathéter souple qui lui donne le plus de résultats et la différence, elle est significative. Meilleur résultat avec le cathéter souple et il faut éviter le cathéter rigide. Il y a des indications pour le cathéter rigide, essentiellement dans les transferts difficiles.
Alors, où placer l'embryon au moment du transfert? Et plusieurs études ont essayé de comparer la zone où il faut placer l'endomètre. Pourquoi? Parce que l'emplacement de l'embryon au niveau de la cavité utérine est une étape très importante et elle a un impact très important sur le taux de grossesse. Alors, ils ont comparé la première distance, c'est à 1 cm de fond utérin. Le deuxième groupe, c'est à 1,5 à 2 cm. Ils ont montré que le taux de grossesse est le plus important si on place l'embryon à 1,5 à 2 cm de fond utérin. Et donc, il est recommandé de placer l'embryon au niveau de la partie supérieure. Au niveau de la partie supérieure de la cavité utérine. Bien sûr, il faut éviter de toucher le fond utérin. Donc, c'est les recommandations de la SAREM. Donc, placer l'embryon au niveau de la partie supérieure, au médiane de l'utérus, à plus de 1 cm de fond utérin. Une fois placé l'embryon, est-ce qu'il faut retirer rapidement le cathéter ou bien attendre quelques secondes? Alors, des études ont comparé entre le retrait immédiat et attendre 30 secondes, ou bien le retrait immédiat et attendre 60 secondes, n'ont pas montré de différence significative en termes de taux de grossesse ou de naissance vivante. Donc, il est recommandé, une fois on a injecté l'embryon, de retirer directement le cathéter. Est-ce que la présence, une fois on a retiré le cathéter, est-ce que la présence de mucus au niveau du cathéter, du bout du cathéter, peut prédire des résultats de la PMA? Est-ce que c'est un mauvais facteur de pronostic pour le taux de grossesse? Non, jusqu'à maintenant, selon les recommandations de la SAREM, la présence de ce mucus ne réduit pas les chances de grossesse chez les patientes. Par contre, la présence de sang au niveau du bout du cathéter, d'après une méta-analyse de 2002, la présence de sang réduit les chances de grossesse et mais d'après les recommandations de la SAREM, il n'y a pas suffisamment de littérature pour dire si la présence de sang réduit le taux de grossesse ou pas. Donc, est-ce que l'injection, la pression utilisée pour injecter l'embryon, est-ce qu'elle intervient dans les chances de grossesse? Oui. Alors, une forte pression quand on injecte l'embryon, ça peut entraîner des complications, notamment la grossesse extra, ou bien un risque de localiser l'embryon dans la région basse, au niveau de la région isthmique. Et certains auteurs donc, ont proposé l'utilisation d'une pompe pour avoir une pression qui est faible et bien contrôlée pour éviter ce genre de complications. Mais la pression à utiliser diffère de l'emplacement du bout du cathéter par rapport au fond utérin. Si le bout du cathéter est proche du fond utérin, donc là, il faut mettre une faible pression pour mettre l'embryon en place. Mais si jamais on est face à une cavité qui est très importante, de grande taille, et le cathéter il est loin du fond utérin, là il faut mettre peut-être injecter avec une pression un peu plus importante pour mettre l'embryon en place et éviter par la suite de se retrouver avec un embryon au niveau de la région isthmique. Est-ce que la durée de la procédure de transfert embryonnaire, et là on parle de la durée de la procédure, c'est-à-dire le temps entre le chargement de l'embryon et la mise en place dans le cathéter et la mise en place de l'embryon dans la cavité utérine, est-ce qu'elle peut modifier le taux de grossesse chez ces patientes-là? Oui. Plusieurs études ont montré qu'il y a un taux de grossesse qui est significativement très important si la durée de la procédure est supérieure à 120 secondes. Donc, et ça se comprend, puisque plus on passe du temps pour transférer l'embryon, donc cet embryon sera face à une modification de la température, des conditions atmosphériques, et donc ça peut altérer cet embryon. Chez les patientes qui présentent donc le délai, le temps idéal, c'est d'avoir ne pas dépasser les 44 secondes. Alors pour les patientes qui ont un transfert difficile, dans ce cas-là, il ne faut pas dépasser les 60 secondes. Et là, le taux de grossesse est variable en fonction de l'âge de la patiente, et c'est tout à fait normal. Pour les patientes âgées, ils ont plus de risques d'avoir une altération embryonnaire, et donc on a moins de chances de grossesse. Une fois on retire le cathéter. Donc c'est très important que le cathéter soit contrôlé par le biologiste. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver
un embryon accolé au cathéter. C'est une situation qui, selon la littérature, varie entre 3% et 10% des cas. Et c'est une situation qui pose des problèmes, qui est source d'inquiétude pour aussi bien la patiente que pour le clinicien. Mais que faire dans cette situation? Il faut recharger le cathéter, il faut retransférer l'embryon et ça a montré qu'il n'y a pas de différence en matière de taux de naissance ou de grossesse en cas de retransfert d'un embryon qui a persisté dans le cathéter. Après transfert, est-ce qu'il faut laisser la patiente au repos? Est-ce qu'il y a intérêt de laisser la patiente au repos? Alors, la Société savante, la SRM, s'accorde à dire qu'il n'y a pas intérêt à laisser la patiente au repos après transfert. Elle doit bouger normalement. Maintenant, on va passer au transfert difficile. Que faire? Là, on va rapporter quelques notions et après, on va voir sur les différentes vidéos comment faire avec un transfert difficile. Tout d'abord, pourquoi on a un transfert difficile? Parce qu'il y a soit une anomalie au niveau du canal cervical. Ces anomalies sont en rapport soit avec des cryptes au niveau du long de col, ces cryptes sont en rapport avec la présence de ces glandes, ces œufs de Naboth. On peut avoir un trajectoire tortueux au niveau du canal. On peut avoir aussi l'antéversion utérine qui est très importante et donc ça entraîne une coudure au niveau du canal cervical. La césarienne par la création d'un ismocèle aussi, une situation où le cathéter va être bloqué dans cette niche ismique. D'autres situations aussi, un faux trajet à la suite d'une hystéroscopie ou d'une dilatation cervicale peut aussi causer un problème au moment de transfert. La sténose cervicale, essentiellement, elle est post-infectieuse aussi, elle est responsable de ces problèmes de difficulté de transfert. Et les malformations utérines, la conisation aussi, c'est un geste qui paraît simple, mais qui a des conséquences sur les patientes et qui, si on vont suivre une procédure en PMA. La malformation utérine, l'endométriose cervicale, tous ces facteurs-là, donc ce sont des facteurs de mauvais pronostic et qui exposent à un transfert difficile. Parfois c'est simple, mais surtout, il faut faire attention à ces patients-là. Il faut être bien préparé pour cette situation. Alors que faire devant ce transfert difficile? On va voir ça après avec Dr Tourny.